oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Le rendez-vous est respecté, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est Info 7, la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir le président de la Ligue de jeunes de la CCU, le parti cher à Lambert Mindé. Avec Thierry Monsenepo, nous allons décortiquer, comme à l'accoutumée, le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse d'être avec nous, Thierry Monsenepo. Merci beaucoup. La CCU, comment ça se porte? Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les Congolais, beaucoup regrettent déjà Lambert Mindé comme ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Déjà, beaucoup disent non, il fallait qu'il mène de reste avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment se porte la CCU aujourd'hui? La CCU se porte très bien. Nous sommes sortis des élections de 2018 avec une dizaine de députés nationaux et une vingtaine de députés provinciaux. Nous avons quand même une bonne base qui nous a répondu, quoique cela n'a pas été comme nous l'attendions. Mais quand même, nous continuons à compter aujourd'hui et nous sommes en train de nous préparer pour que nous puissions faire des grands assises qui vont nous permettre de mieux préparer les prochaines échéances. Mais en attendant, le président de la CCU, qui aujourd'hui s'est mué en plateforme, qui s'appelle Alliance Politique CCU et Alliés, en sigle Alliance, qui travaille pour le bien-être des Congolais au sein de la plateforme FCC. Thierry Monsenepo, je sais que vous avez postulé comme candidat à député national et que ça n'a pas marché. Oui. Vous n'étiez pas parmi ceux qui ont revendiqué comme Louis Dorbalekelaï, vous n'étiez pas dans l'eau? Non, puisque moi je n'ai pas eu de proclamation. Nous avons eu un député de chez nous qui a été proclamé par un arrêt de la Cour, un député de la Tchangou, mais qui ensuite, à cause des erreurs matérielles, a été évincé. Il fait partie, lui, de ce groupe-là de Louis d'Or. Mais quant à moi, ça n'a pas marché. Je suis allé à la Cour, ça n'a pas non plus marché. Et ben, je me suis... on se prépare pour 2023. On se prépare pour 2023, effectivement. Voilà, nous allons commencer, mesdames et messieurs, par ces... Nous allons un peu aller à l'étranger, parce que ça fait aussi l'actualité, parce qu'on a parlé de la République démocratique du Congo pendant le concert de Fali, c'était le vendredi 28. La RDC était partout dans toutes les chaînes européennes. Nous allons commencer un peu par ce concert de Fali. Quelles sont les retombées, les polémiques qui étaient tout autour de ce concert? Et nous allons parler, mesdames et messieurs, de l'arrestation de M. Jamil Samit. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Premier élément, mesdames et messieurs. Depuis l'ascension à la tête du pays du président Félix-Antoine Tshisekedi par une alternance pacifique du pouvoir en RDC, la diaspora congolaise connaît deux mouvements. Certains saluent l'avènement des Fachi, d'autres non. Les spectacles que va livrer l'artiste musicien Fally Ipupa à l'Accor Hotel Arena, ex-Bercy, dans la capitale française, a révélé au grand jour les désaccords qui règnent entre les combattants. L'ex-chanteur du prestigieux orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide bénéficie d'un côté du soutien d'une partie de la diaspora ainsi que de ses collègues artistes musiciens. Et d'un autre côté, un groupe d'opposants congolais radicaux tente de faire annuler ces concerts qui, selon eux, n'a pas sa raison d'être au regard du nombre de massacres dans l'est de la RDC. Les ministres français de l'Intérieur, à travers la préfecture de la police, a rendu public mercredi dernier un arrêté interdisant des attroupements aux alentours de la salle de concert des Accor Hotel Arena. Toutefois, les préfets de Paris n'hésiteraient pas d'annuler les 10 concerts s'il s'avérait que de troubles à l'ordre public persistaient. C'est dans cette optique que des combattants sont venus de Londres, Vienne, Bruxelles et d'autres coins de l'Europe pour prêter main forte à leurs collègues de Paris face à l'interdiction de manifester. Pour l'artiste congolais Fally Ipupa, ceux qui veulent annuler son concert ne sont pas ses frères. Notons que la réussite de cet événement apporterait un nouveau souffle à la musique congolaise, pensent certains mélomanes. Jamal Sami est aux arrêts pour détournement présumé, cité dans les dossiers des constructions des logements sociaux, dans le cadre de 100 jours du chef de l'État. Le président de la communauté libanaise est détenu depuis lundi dernier.
Nos sources soutiennent qu'il a été incapable de justifier certains montants reçus du Trésor public pour la construction des logements sociaux. Cette arrestation est une prime à la rédaction des Congo Web qui, depuis août dernier, avait révélé dans une enquête l'opacité dans l'octroi des marchés des constructions des maisons préfabriquées. Les gestionnaires du programme des 100 jours avaient réussi à obtenir la non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics pour octroyer les gré à gré à Samibo Congo. Les dossiers révélés par la rédaction des Congo Web parlent des 2 marchés octroyés à 2 sociétés différentes mais appartenant au même sujet libanais, actuellement aux arrêts. D'abord, un marché de 57 millions de dollars américains pour la construction de 1500 logements sociaux octroyés à Samibo Congo, puis un autre marché de 57 millions pour la construction de 3000 maisons préfabriquées pour policiers et militaires. La rédaction des Congo Web se réjouit du fait que la justice l'ait entendu 6 mois après ces révélations. Thierry Monsenepo, Fally Ipupa a quand même tenu son concert malgré les menaces des combattants pendant plus ou moins une semaine. C'était le branle-bas de combat dans tous les médias, surtout sur la République du Congo, contre, pour et tout ça. Et bon gré, malgré ce concert s'est tenu. Est-ce que pour vous, Thierry Monsenepo, est-ce que c'est la RDC qui a, comment dire, qui a réussi ou qui a marqué son coup? C'est le retour de la musique congolaise dans le ciel parisien? Je ne pense pas que la musique congolaise a eu à s'éclipser du ciel parisien. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une musique qui est consommée dans le monde entier. Mais seulement, il y a une chose, c'est que les combattants n'ont pas su orienter convenablement leur message. Le message qu'ils ont porté est brouillé par le fait qu'ils ont mélangé cela de la violence. Moi-même, j'ai été victime de ce phénomène à Paris lorsque j'étais allé pour une communication importante de la majorité présidentielle à l'époque. J'ai été sérieusement menacé par les combattants. Donc, le fait qu'ils aient associé leur lutte à de la violence, cela dénature la qualité de cette lutte. Marine Le Pen les a traités d'ailleurs de racailles et de terroristes aujourd'hui. Mais écoutez, ce qui a été fait est inadmissible. C'est du terrorisme selon vous? Bien entendu, parce que vous donnez de la terreur à des gens qui n'ont rien à voir avec ce que vous revendiquez, mais encore que il peut y avoir des mouvements pour essayer d'appeler les musiciens à pouvoir prendre conscience sur les problèmes qu'il y a dans notre pays, les problèmes notamment liés à la sécurité de nos frères de l'Est, à la situation sociale, à la gestion du pays, ainsi de suite, pour que les musiciens aussi portent le message. Ça peut se faire, comme à l'époque l'ANC s'est associé à Yvonne Chaka Chaka pour porter la voix de la lutte contre l'apartheid, mais pas commencer à vandaliser les musiciens et même à aller auprès des tiers qui n'ont rien à voir avec la musique. La gare de Lyon, exactement, qui n'ont rien à voir. Donc je pense qu'ils ont eux-mêmes détruit le sens de ce combat et aujourd'hui ils sont assimilés à des terroristes et ce n'est pas faux puisque brûler, casser des biens et causer des troubles à l'ordre public, ce n'est pas acceptable que ce soit à Paris ou même ici en République démocratique du Congo. Vous avez parlé, vous, de votre séjour à Paris. Je passe du coq à l'âne directement, parce que vous avez été cité nommément. J'ai lu que vous déteniez un passeport diplomatique et on a cité votre nom. Alors, quand vous êtes là, je vous pose quand même la question, pourquoi possédez-vous un passeport diplomatique en fait? D'abord, il faut savoir qu'il y a un arrêté et un décret qui dispose des conditions d'obtention du passeport diplomatique, du passeport de service, du passeport de pèlerin et du passeport ordinaire en République démocratique du Congo. Et parmi les personnes qui peuvent décider de l'octroi de ce passeport, y figure le ministre des Affaires étrangères. Il se fait donc que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, son Excellence Léonard Sékou Kitundu, a, sur base de ce que nous avons fait pour ce pays, nous a promus comme ambassadeurs de la paix
pour la République démocratique du Congo, et c'est sur base justement de cette loi que nous avons bénéficié de ce passeport diplomatique. Ce n'est pas ce que les gens racontent, je n'ai pas, moi, des imprimantes à la maison pour que je me fabrique un passeport diplomatique. Encore que si c'est un faux passeport, il faudrait que l'on nous le prouve, et si ce n'est plus utilisable, il faut qu'il y ait un acte contraire qui révoque Est-ce qu'aujourd'hui vous voyagez avec ce passeport? Bien entendu. Pourquoi je ne voyagerai pas avec? On va vous arrêter aujourd'hui à la DGM. On m'arrêterait pourquoi? La DGM va m'arrêter pourquoi? Est-ce qu'il y a un arrêté qui révoque ce passeport diplomatique qui m'a été accordé légalement? Comme qui? Comme quoi? Comme ambassadeur de la paix. Il n'y a pas d'interdiction par rapport à cela. Est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui contredit que Monseigneur Poteri ne peut pas être ambassadeur de la paix et ne peut pas détenir un passeport diplomatique? Encore que ça a été délivré, comme je viens de vous le dire, dans les normes légales. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on arrête finalement dans ce pays à prendre les réseaux sociaux pour la loi. Comme un tribunal. La loi existe. Les lois existent et fonctionnent dans ce pays. Donc, si aujourd'hui je me présente à l'aéroport et qu'on me refuse de voyager, il faut bien qu'on m'explique pourquoi. Et je ne vais pas hésiter à attaquer en justice ceux qui vont me priver de ce droit. De voyager. Mais bien entendu, bien entendu. L'arrestation de Jamal Samit, nous l'avons suivi, hein, et beaucoup disent que ce monsieur n'est tout simplement qu'un fusible, pardon, pour protéger les véritables détourneurs de l'économie congolaise par rapport à ces dossiers de Soumouton. Pour vous, est-il réellement coupable ou c'est simplement un fusible qu'on a fait? Il y a deux choses. Il faut que l'État congolais évite de démontrer que ces arrestations ne sont faites que pour essayer d'occulter les problèmes des Congolais, c'est-à-dire la question sociale, la question d'absence de solution pour les situations d'insécurité dans l'Est, les questions de souffrance en ce qui concerne le pouvoir d'achat des Congolais ici en République démocratique du Congo. Puisque si on doit mettre sous mandat d'arrêt provisoire certains individus pour 2, 3, 4 jours ou une semaine et ensuite les relaxer, cela paraît comme étant des faits d'annonce juste pour démontrer que voilà l'état de droit que vous avez cherché, et ben il est là. Il ne faut pas que ça se présente comme de la com. C'est de la com, c'est de la poudre aux yeux. Il faudrait réellement qu'il y ait des enquêtes qui remontent de ceux qui ont été à la commande et au départ de ces sorties de fonds, de comment est-ce que cela a été acheminé et utilisé et comment est-ce que cela a été détourné. Mais Thierry Moussenepo, vous êtes président de la Ligue des jeunes, vous avez été aussi communicateur. Par rapport à ces travaux des sauts de mouton, est-ce qu'on a bien communiqué? Parce qu'aujourd'hui on nous dit que ces travaux vont prendre fin avant le 30 juin, avant le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Mais on ne sait pas, on regarde, on voit ce qui se passe, on ne voit rien, surtout moi qui suis à la Tchangou, que nous traversons, il n'y a pas de travaux. Comment on peut commencer un travail sans savoir quand ça va se terminer? Justement, je pense que vous avez suivi le communiqué qui est sorti de la tripartite entre le ministère des Finances, des Infrastructures et du Budget lors de la réunion avec le Premier ministre, où le gouvernement a pris à bras-le-corps cette question parce que, rappelez-vous, qu'à l'époque du gouvernement Tchibala qui gérait les affaires courantes, le dossier était géré directement par le cabinet du président de la République. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, le gouvernement a pris le dossier à bras-le-corps, a décidé d'un décaissement de 3 500 000 $ comme premier palier pour arriver finalement à solder la facture des prestataires qui devaient achever ces sauts de mouton. Et cela est ressorti dans un contrat entre les prestataires et le ministère des ITPR pour permettre à ce qu'on ait finalement, ce que vous dites, des dates de livraison de ces travaux commandés par l'État congolais. Et les dates de livraison, c'est au 31 mai 2020, c'est ce que nous attendons. Mais en attendant, comme je vous disais, l'arrestation de M. Djamil ou du DG de l'Office de route sont des arrestations qui ne doivent pas être rien que pour la com, mais ça doit être des éléments qui ressortent des enquêtes et des enquêtes fouillées, des enquêtes qui vont permettre à ce que nous puissions finalement arrêter avec ce coulage des recettes publiques. Vous avez cité le cabinet du chef de l'État. Ici à Congo Web, nous ne tournons pas autour du pot. On sait qui est cité dans tous ces détournements, serait cité dans tous ces détournements. Nous employons les conditionnels, c'est Vital Kamerhe. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Est-ce qu'aujourd'hui, Thierry Moussenepo, vous êtes du FCC, de la coalition avec le gouvernement, est-ce que le président aujourd'hui pourrait
livrer son directeur de cabinet si les enquêtes aboutissent et le désignent comme principal commanditaire. Là aussi, je pense qu'il faut que nous soyons prudents. Il ne faut pas que nous continuions à être une république de recherche de boucs émissaires. Parce que l'on ne veut plus de Caméré, il faut le charger. Vous savez, aujourd'hui, celui qui détient les fonds de l'État, c'est le gouverneur de la Banque centrale. Imaginez que vous êtes un prestataire de l'État. Le gouverneur de la Banque centrale crédite votre compte sur base d'un ordre de paiement informatisé et que vous, prestataire, vous utilisez cet argent pas dans le but de ce pourquoi on vous a payé, mais pour autre chose, et ensuite qu'on vienne charger le gouverneur de la Banque centrale. Il faudrait que l'on prouve que réellement, il a été avec vous dans la combine. Le directeur de cabinet, à ce que j'entends et à ce que j'ai appris, est l'ordonnateur principal de ces différents marchés. Mais est-ce que l'exécution pour aller exécuter ces marchés tels que repris dans les cahiers de charges, c'était le rôle de l'ordonnateur? Ça, c'est la question. À quel niveau est-ce que lui, il intervient? Est-ce qu'il intervient dans l'exécution du marché? Est-ce qu'il intervient dans la livraison? Ou il intervient dans l'ordre pour donner le marché à tel ou tel autre? Ou dans l'ordre à donner au trésor public pour payer? Les rétrocommissions, puisqu'on parle de rétrocommissions, on parle des marchés de gré à gré, etc. Les rétrocommissions doivent être prouvées. Je me rappelle encore de cette histoire de Elf Aquitaine qui, à l'époque en France, avait suscité beaucoup de remous. À l'époque où Madame Eva Joly était en train d'instruire cette affaire, on a dit que Elf Aquitaine, par le truchement de son directeur général, à l'époque Loïc Le Floch Prigent, était en train de transporter des mallettes pour donner à l'UMP, à l'époque avec Chirac, pour donner au parti socialiste. Mais écoutez, il faut prouver, il ne faut pas que dire j'ai emmené des mallettes, il faut prouver. Donc s'il y a eu rétrocommission, il faut prouver que réellement ces rétrocommissions ont bénéficié à X ou Y. Et je pense que le rôle de la justice, justement, comme l'a précisé le vice-premier ministre, ministre de la Justice, c'était de pouvoir instruire le dossier pour savoir qui est noir et qui est blanc dans cette affaire. Dans cette affaire. Aujourd'hui, Thierry Mosenepo, vous faites confiance en cette justice? Parce qu'un internaute m'a dit de vous poser cette question. Où on sait qu'en République démocratique du Congo, pour enterrer un dossier, soit ce sont les commissions, soit on l'envoie pour enquête. Vous avez confiance aujourd'hui en la justice de la République démocratique du Congo? Je pense justement qu'il est important que notre justice puisse respecter ce qu'a dit le ministre de la Justice en cette question, c'est-à-dire que la récréation doit terminer et qu'il faudrait finalement que les Congolais reprennent confiance en leur justice. Il ne faudrait pas que d'une part, il y ait des arrestations arbitraires, non fondées, juste parce qu'il faut donner à manger à ces réseaux sociaux, friands de toute condamnation. Des sensations, de buzz et tout ça. De sensations et de buzz, comme vous dites. Mais il faudrait non plus pas qu'on évite de toucher exactement là où se passe le problème, c'est-à-dire les vrais détourneurs au profit ou aux dépens de ceux qui ne seront que des boucs émissaires. Ok. Pour ce deuxième élément, mesdames et messieurs, ce deuxième condensé, nous allons parler de la réunion du comité de conjoncture économique et de la SENCO. Nous y revenons, qui a tenu aussi une de ces réunions. Nous avons noté sur le plan international qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées à coronavirus. Il y a de baisse des statistiques de production. Nous devons nous prendre des dispositions pour prévenir cette situation qui ne manquera pas de se rejaillir sur notre économie parce que nous sommes dans un système mondial qui est lié. Alors sur le plan interne, nous avons noté que la parité franc congolais, dollar américain bouge, donc le taux de change bouge, mais les prix qui augmentent ne sont pas liés forcément à ces phénomènes-là. La Banque centrale qui a examiné en profondeur cette question ne lit pas les deux. Le gouvernement va agir sur la parité pour maintenir stable le taux de change afin de mettre fin aux spéculations anticipatives malheureuses. Madame la ministre de l'économie va dépêcher une mission pour examiner cette question de hausse des prix sur le terrain.
Mais comme d'accoutumé, au mois de février, les évêques se retrouvent dans le cadre du comité permanent pour traiter des finances de la SENCO. Et ça sera la dernière fois que la session consacrée aux finances se tienne au mois de février. À partir de 2021, ils vont inverser. En février, ça sera l'assemblée plénière. C'est au mois de juin qu'on va traiter des finances pour la simple raison qu'on voudrait laisser le temps que les rapports financiers soient consolidés par les auditeurs. Ils vont faire une analyse de la situation du point de vue économique, du point de vue sécuritaire, du point de vue politique même, du point de vue humanitaire. Et ils vont conclure au bout de leur analyse. C'est pas pour rien que les commissions sont là. La commission de justice est là, ils travaillent aussi avec des experts. Il y a l'observatoire de la SENCO qui a pour mission, et cet observatoire est composé de spécialistes de différents domaines qui sont des analystes de la situation sociopolitique qui se réunissent régulièrement autour du secrétariat général. Et il y a la commission de justice qui travaille aussi avec certains experts dans ce sens-là. Les évêques eux-mêmes, ils vivent dans leur diocèse où il y a aussi la situation politique au niveau de leur province. Donc tout ça mis ensemble, ça leur donne la matière. Thierry Monsenepo, on a l'impression aujourd'hui, quand on revoit ces réunions de conjoncture économique, que Matata est vraiment encore présent parce que le cadre macroéconomique revient. Aujourd'hui encore, la réunion rien que de ce secteur économique. C'est encore l'esprit Matata aujourd'hui qui perdure? Non, pas du tout. C'est l'esprit de gestion d'un pays. On ne peut pas gérer un pays sans pour autant qu'on ait un œil sur le cadre macroéconomique, puisque c'est le poumon même de la survie et de l'État, mais aussi du maintien d'un certain niveau de vie social et financier des Congolaises et Congolais. Et aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, elle est alarmante. Il faudrait justement qu'il y ait ce genre de réunion pour permettre à ce qu'il y ait une lisibilité de la part de l'exécutif sur la situation économique du pays. Parce qu'écoutez, le taux de change aujourd'hui est en train de frôler les 18. L'inflation est en train de revenir petit à petit. Les prix des produits de première nécessité sont en train de flamber, à grimper sérieusement. Il faudrait que le gouvernement puisse prendre le problème à bras-le-corps. Et c'est déjà une très bonne chose qu'aujourd'hui on remarque que le Premier ministre est en train de prendre des situations en amont pour éviter qu'en aval il y ait des catastrophes. Thierry Monsenepo, vous êtes du FCC. Moi, je vous attaque parce que je prends deux fois les questions de cette population. Beaucoup disent tout ça c'est à cause du FCC. Le FCC est en train de bloquer la bonne marche du gouvernement à travers son ministre des Finances, c'est les Yagi, à travers tous vos petits coups bas que vous faites et tout ça. Comment se porte aujourd'hui cette coalition? Puisque beaucoup disent, nous avons suivi certains cadres de l'autre côté de la coalition qui disent non, on doit couper, on doit divorcer, il ne faut plus qu'il y ait coalition parce que c'est vous, le FCC, qui êtes à la base aujourd'hui de toute cette mauvaise situation. Je vais vous répondre à des volets à cette question très importante. Puisque j'entends moi aussi des gens dire que ce mariage FCC et cash devra s'arrêter. Mariage contre nature. Vous devez savoir, madame, que lorsque nous lisons l'histoire de notre pays, à chaque fois que nous avons réussi à faire des bons importants, c'est des moments où nous nous sommes mis tous ensemble. Rappelez-vous qu'après une grande période d'inflation et de situation très sombre sur le plan financier, nous avons réussi à renouer avec la croissance en 2003 lorsque nous avons eu le gouvernement 1+4. Et cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2006 lorsque le président Kabila s'est mis ensemble avec Zanga Mobutu et le feu Patriarche Kizenga. Et cela a continué jusqu'à ce que nous puissions avoir le FCC. Et aujourd'hui, nous avons cette alliance FCC-Cash. Comme le disait le maréchal Mobutu, le Bantou ne réussit que par la juxtaposition. Nous ne sommes pas comme les Occidentaux qui ne réussissent que par un esprit cartésien, mais encore qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'est par l'unité qu'ils peuvent réussir. D'où le renforcement de l'Union européenne. Donc nous, sur le plan doctrinal,
au sein de la CCU et même au-delà dans le FCC, nous pensons pertinemment que cette alliance doit continuer pour le bien des Congolais. Parce que nous avons constaté qu'il y a une même vision de gauche, une vision qui met en premier lieu le peuple congolais et un souverainisme positif, parce qu'il est déjà positif, le souverainisme. Maintenant, le problème de ce couac économique est lié à quoi principalement? Principalement au fait qu'il faut que nous puissions poursuivre les réformes qui ont été adoptées à l'époque du président Kabila, notamment en ce qui concerne le secteur minier, en ce qui concerne les questions de la sous-traitance. Pourquoi? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'État ne peut pas être créateur de richesses. Les richesses ne peuvent être créées que par le secteur privé. Et le secteur privé ne peut être compétitif que lorsque l'État lâche du lest dans certaines circonstances. C'est-à-dire que l'État reste dans son rôle de régulateur, mais que le secteur privé puisse être porteur de richesses. Mais pour que cela marche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait la libéralisation dans certains secteurs, et sous le président Kabila, ça a été fait, notamment dans le secteur des assurances, notamment en nationalisant la question de la sous-traitance pour permettre à ce que demain, si Kibali Goldmine ou Tenke Fungurume a besoin d'une société qui lui fournisse des uniformes pour ses travailleurs, que ce soit la société de Madame Paulette qui sous-traite cela, plutôt que ce soit une société sud-africaine. Cela va permettre à ce qu'il y ait une création de richesse. Mais au-delà de cela encore, il faut qu'il y ait une orientation dans la formation des Congolais. La formation des Congolais dans le secteur professionnel technique, pour permettre à ce que nous puissions avoir une main-d'œuvre locale moins chère. Cela aura comme conséquence, associé à la paix, qualifié aussi, hein, bien sûr, mais plus dans le professionnalisme technique. Cela aura comme conséquence l'importation de certaines sociétés qui viendront s'installer ici. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui nous devons ouvrir une usine de Volkswagen ici, avons-nous la compétence technique pour que les Congolais puissent être dans l'usine d'assemblage? Non. Nous serons obligés en ce moment-là de voir des expatriés venir ici pour travailler, et qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Leur argent sera logé ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec la MONUSCO, à l'époque MONUC, lorsqu'elle est venue ici. Elle a dû prendre des Ouest-Africains et d'autres nationalités pour des tâches que les Congolais pouvaient faire parce qu'il n'y avait pas un niveau professionnel technique assez outillé en République démocratique du Congo. Donc cette réforme sur le plan de l'enseignement est importante. Mais au-delà de cela, le plus important... Il n'y a pas eu de continuation de ces réformes. Mais la cassure a commencé en 2016 lorsque tout le débat ne s'est tourné que sur la question politique. Madame Paulette, nous avons un défaut dans notre pays, c'est que tous ceux qui se mettent contre le gouvernement ne sont là que pour la condamnation et non pour apporter des idées contraires qui peuvent être une opposition participative. La preuve, aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu un seul opposant parler d'une réforme de la question de l'enseignement? Est-ce que vous avez entendu un opposant parler d'une réforme sur le plan économique ou agraire? Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils circulent dans tous les pays de l'Occident. Ils circulent dans tous les pays de l'Occident pour dire aux investisseurs: ne venez pas investir au Congo. Ce président-là est mal élu. Ce gouvernement n'est pas légitime. Mettez-moi et vous verrez que les choses vont aller. D'où, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les ministres congolais s'en vont dans des grands salons pour discuter investissement, qu'est-ce que ces investisseurs leur disent? Non, chez vous, il n'y a pas de gouvernement légitime. Faites d'abord un dialogue, mettez-vous ensemble, ensuite nous allons venir. Ce qui fait que nous sommes dans un éternel recommencement de rebâtir la confiance de ceux qui peuvent venir investir ici, et cela détruit l'économie de notre pays. Ça fait une année déjà que le président Félix-Antoine Tshisekedi est là. Ce problème est toujours d'actualité. Il y a toujours des opposants qui tiennent ce même discours. Ça, c'était peut-être sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, ça... Mais ça continue. Ça continue. Mais ça continue. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'ai lu un post de M. Martin Fayoulou qui a clairement dit qu'il n'y a pas de chance à ce que ce gouvernement réussisse parce que les investisseurs ne viendront jamais travailler avec des voyous. Ce genre de propos ne sont pas susceptibles d'encourager les investisseurs à venir injecter leurs argent ici. Parce qu'écoutez, madame, il y a deux sources de revenus qui peuvent permettre à l'État de fonctionner, au pays de fonctionner. Et pour que le peuple puisse sentir ce pouvoir d'achat augmenter, il y a d'abord l'État qui injecte de l'argent, c'est-à-dire les investissements de l'État. Or, notre État n'a pas d'argent. Ou
S'il a l'argent, cet argent est soit en partie utilisé pour le fonctionnement des institutions, d'autre part pour maintenir le fonctionnement des services de l'État, mais pas du tout pour investir à grande échelle. Il faut le secteur privé. Or, pour que le secteur privé vienne, il faut des garanties. Ces garanties sont d'abord un système judiciaire correct, deuxièmement des facilités en ce qui concerne l'obtention des permis de construire et des permis d'exploitation, et troisièmement l'assurance que s'ils viennent investir ici, ils ne vont pas se faire canarder ou caillasser demain. Vos partenaires disent que vous parlez un peu trop aujourd'hui, que vous critiquez un peu trop. D'ailleurs, on nous a dit, d'ailleurs, ne recevez même pas les gens du FCC parce qu'ils ont fait 18 ans de règne et qu'ils doivent se taire un peu et les laisser travailler. Mais aujourd'hui, je reçois quand même Thierry Moselepo. Vous n'avez pas le droit de dire qu'il n'est pas moins congolais que d'autres. Cette phrase-là, ça revient souvent. 18 ans de règne, vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait? Et aujourd'hui, vous osez encore parler, vous osez encore donner des leçons à vos propres partenaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous devez savoir une chose. Récemment, c'était l'année dernière, j'ai constaté que le président de la République a fait 2 semaines en dehors du pays. 2 semaines. Les institutions sont restées en place. Vous voulez me dire qu'en 2001, lorsque le président Joseph Kabila prenait le pouvoir, un président de la République pouvait comme ça faire en dehors du pays plus de 4 jours. Il y avait un coup d'État qui se passait. Ça signifie qu'il y a eu un travail qui a été fait sur le plan sécuritaire. Deuxièmement, aujourd'hui, le président de la République arrive, n'a pas encore donné à son gouvernement des moyens de production, mais lance un programme de 100 jours, des travaux d'infrastructure sociale, etc. Ces travaux sont financés à 100% par le Trésor public. Cet argent est venu d'où? Troisièmement, il y a eu un matelas financier en termes de 6 semaines d'importation qui ont été laissés à la Banque centrale. Non, vous avez laissé quelque chose. Bien entendu. Mais vous ne communiquez pas sur ça. Beaucoup pensent que vous avez vidé les caisses. Quatrièmement, en 2001, on n'était pas que préoccupé par les ADF, quoique ça reste un problème. Rappelez-vous que pour que vous alliez à Goma ou à Bukavu, vous devriez passer par Kigali ou par Entebbe. Mais aujourd'hui, vous voyagez à Goma comme vous voulez, quand vous voulez. Parce qu'il y a eu une réunification de l'espace national par la volonté de Joseph Kabila. Donc il y a eu un travail qui a été fait. Et j'ai toujours dit que la gestion du pays, c'est comme une course de relais. Nous avons fait notre part et l'autre partie de la course doit être portée par l'autre. Mais ça n'empêche pas que nous puissions apporter nos idées. Des idées, pas de critique, mais des idées de participation. Parce que comment moi, FCC, qui fait partie de ce gouvernement, je vais m'auto-critiquer? On dit aussi, Thierry Moselepo, bien sûr que ça existe, l'autocritique, mais je ne vais pas le faire de manière négative. Vous allez répondre aussi à ces téléspectateurs. Ce sont des questions que les Congolais se posent. C'est aussi d'actualité que vous voulez saboter toutes les actions du président Félix-Antoine Tshisekedi parce que vous ne voulez pas qu'il réussisse là où vous avez échoué, parce que 2023 c'est pas loin. Parce que si par exemple, prenons la gratuité de l'enseignement par exemple, c'est vrai que beaucoup disent c'est vous qui avez initié ça, le président Kabila qui avait initié ça, mais c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui l'a mis vraiment en pratique, en branle, et ça a commencé cette année. Et voilà, donc vous allez tout faire pour que le président Félix-Antoine Tshisekedi ne réussisse pas, pour qu'en 2023 vous ayez le courage de dire, eh bien voilà, vous l'avez élu, mais voilà le bilan et tout et tout. Nous, à notre époque, il y avait ça, comme vous l'avez dit, il y avait ça, réalisez-nous, nous allons continuer. Est-ce vrai? Ou ce sont toujours des mythes, des rumeurs, des fantasmes des Congolais? Répondez à ces Congolais, parce que ce sont des questions vraiment très très importantes que les gens se posent. Madame, je vais vous répondre par un exemple qu'un grand frère a donné un jour. Nous avions eu un coach ici qui s'appelait Ibenge. Il était coach de l'équipe nationale congolaise. L'équipe nationale congolaise est composée des joueurs qui viennent de V-Club, de DSMP, de Tout-Puissant Mazembe et même de ceux qui évoluent dans des clubs étrangers. C'est la même chose avec le gouvernement Ilukamba où nous avons des gens qui sont venus du CAH, du FCC. Mais ils n'ont qu'un coach qui s'appelle Ibenge. C'est Ibenge qui sait qu'il va placer Trésor Poutou à cet endroit pour qu'il fasse tel rôle. S'il voit que Trésor Poutou joue mal, il va le virer, il va le mettre en touche. Est-ce que ça sera la faute du tout-puissant Mazembe? Lorsque Kouloukuta ou un autre joueur marque un but, ça sera le but des Léopards ou ça sera le but de Mazembe ou de V-Club? Merci. Ok, nous avons compris. Votre rapprochement avec la SENCO aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu, hein, qu'on a remis le véhicule qu'on a gardé pendant un certain temps au cardinal.
Comment expliquez-vous ce rapprochement? C'est après que vous avez été à Mboula-Loge, après que vous avez pu voir là où ça n'allait pas au FCC, pourquoi ça n'a pas marché aux élections, que vous avez en tout cas estimé que vous deviez changer quelque chose. C'est cela qui explique ce rapprochement avec la SENCO aujourd'hui? Madame, c'est vrai que de 2016 à 2018, il y a eu des tensions entre notre famille politique et la SENCO à cause du fait que certains individus au sein de la SENCO avaient fait et cause pour des néocolonialistes qui pensaient tout faire à la place de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y a eu certains ambassadeurs ici qui ont carrément décidé qu'il ne fallait pas utiliser la machine à voter pour ces élections. Et la SENCO, où certains membres de la SENCO ont pris fait et cause pour cette position. Mais aujourd'hui, tout le monde salue l'alternance que cette machine à voter a causé. Qui est venu présenter des excuses, même à moi qui suis passé ici sur votre plateau pour défendre l'utilisation de cette machine? Personne. Donc ça signifie qu'à un moment, on se dit qu'on a eu des divergences de points de vue, mais en tant qu'adulte, il faut qu'on les dépasse. Et c'est justement, vous avez bien cité cela, à Mboula-Loge, où on s'est dit qu'il faut s'émanciper. C'est vrai qu'il y a eu certains individus au sein de la SENCO qui étaient contre le souverainisme qui est porté par nous autres, parce que nous pensons que nous devons décider de l'avenir de notre pays par nous-mêmes, et non par des ambassades ou par certaines capitales européennes, occidentales. Mais qu'il fallait quand même tendre la main à ces gens de la SENCO, à ces prélats, puisqu'ils sont congolais comme nous, et que, étant donné qu'eux aussi se sont émancipés, ils ont compris qu'un travail a été fait, donc nous pouvons nous remettre ensemble pour le bien de notre pays. Vous avez cité, je sais que vous êtes un nationaliste, Thierry Monselipo, mais aujourd'hui, il y a un certain vent qui se lève pour dénoncer le... Comment dire... c'est quoi le verbe? L'ingérence, voilà, l'ingérence de l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, surtout avec le tout dernier dossier. Nous allons en parler de la mort du général de l'armée. Beaucoup disent qu'il n'a pas le droit de tenir de tels propos, c'est de l'ingérence, c'est du néocolonialisme. Votre avis par rapport à ça? Parce que toi, sur la toile, ça s'est vraiment levé par rapport à cet ambassadeur. Il outrepasse son travail d'ambassadeur. N'a pas de droit de réserve, il dit tout ce qui lui vient par la tête. Bon, madame, vous devez savoir qu'on a toujours un principe dans la vie, c'est que la main qui donne a toujours eu une possibilité de vous dominer. C'est-à-dire que lorsque nous sommes un pays qui continue à quemander auprès de ces grandes puissances, il est tout à fait normal que nous puissions prêter le flanc pour que ces puissances puissent nous dire exactement ce que nous allons manger aujourd'hui ou pas. Vous comprenez donc qu'étant donné que nous sommes dans une position où aujourd'hui nous sommes presque en train de remettre notre pays entre les mains de ces puissances, nous sommes obligés de subir ce genre de position. Encore que moi, je ne pense pas que le point de vue de M. Hammer soit le point de vue des États-Unis. Je me rappelle des États-Unis où le président Mobutu a été reçu par le grand Bush père. Je me rappelle des États-Unis où le président Joseph Kabila a été reçu par le président George Bush fils. Mais les États-Unis d'aujourd'hui, où il y a une sous-traitance d'une nation par un ambassadeur et un envoyé spécial des Grands Lacs, je suis choqué. Je suis choqué parce que je ne vois pas notre chef de l'État s'entretenir avec son homologue, ni avec un haut représentant du cabinet du président américain actuel, mais plutôt par un ambassadeur et un envoyé spécial des Grands Lacs, qui d'ailleurs à l'époque a émis une idée selon laquelle il fallait disloquer ce pays puisque c'était ingérable. C'était ingérable. Des personnalités pareilles, nous ne pouvons pas tenir compte de leur point de vue. Encore que s'ils doivent s'immiscer dans les questions liées à notre armée, qui est la cheville ouvrière de la paix de notre pays et de la garantie de la protection de notre espace national, cela est très grave. Il faudrait que le ministre des Affaires étrangères interpelle un tel ambassadeur. J'espère que ça sera le cas. J'espère en tout cas. Nous allons revenir encore dans l'économie. Nous allons mettre vraiment l'accent cette semaine sur l'économie. Nous allons avoir l'avis d'un expert par rapport au dernier rapport du FMI et par rapport au coronavirus, parce que l'impact économique est très très grand. De fois, nous ne nous rendons peut-être pas compte, mais nous allons en parler tout à l'heure.
60 ans après l'indépendance du Congo, il faut que les FMI viennent nous dire comment gérer nos finances. Vous comprenez pourquoi je suis mal à l'aise? Ça ne vous arrange pas? Ça ne m'arrange pas. Je vous ai dit que le Congo regorge d'intellectuels, de hautes factures en matière de finances, en matière de ceci. Mais est-ce que vous estimez que l'actuel ministre des Finances... S'il vous plaît, laissez-moi terminer la pensée. Je disais que je suis mal à l'aise pour que les FMI puissent nous dire ça 60 ans après. Qu'est-ce que les FMI nous reprochent? C'est la mauvaise gestion des finances de l'État. L'impunité, le détournement des deniers publics, c'est ce qu'on nous reproche. Lorsque vous parlez du plan de trésorerie, mais le plan de trésorerie, c'est un outil de gestion des finances publiques. Il faut que les FMI quittent chez lui, très loin là-bas, pour venir nous dire ça. Nous ne savons pas qu'il faut l'avoir. Vous comprenez? Et ça... Et donc, c'est une impunité, et puis... cette légèreté-là a élu domicile est devenue structurelle chez nous, parce que le Congolais, je vous ai dit que le Congolais a quelle vision de l'État? Le Congolais aujourd'hui, que vous êtes, que je suis, c'est cet homme-là qui veut affaiblir l'État pour que lui soit fort. Vous comprenez? C'est-à-dire, dès qu'il est aux affaires, l'argent de l'État, ce n'est pas pour servir l'intérêt général, mais c'est pour mettre dans sa poche, pour qu'on l'appelle excellence, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui détourne, on l'appelle excellence. Et nous avons vu aujourd'hui, nous avons une mauvaise perception. Dès la Chine, l'épidémie du coronavirus a actuellement atteint quelques pays d'Europe et d'Afrique où l'on a détecté certains cas. La RDC, bien que n'ayant dans son territoire aucune personne atteinte du coronavirus, veut tout de même garder les contrôles sur les voyageurs pour qu'il en reste ainsi. L'aéroport international d'Ndjili, étant la principale porte d'entrée aérienne du pays, a connu ce jeudi une séance d'exercice simulatrice des surveillances du coronavirus. Processus qui commence par une prise de température du passager au pied de l'avion. En cas d'alerte, la personne est transportée à bord d'une ambulance spécialisée dans une tente pour un test approfondi. En cas de validation, les malades sont transférés immédiatement vers le centre d'isolement et de traitement à Kikole. Pour les numéros 1 de la santé, la RDC a une expertise locale capable de guérir le coronavirus. S'il y a un cas, avec tout ce que j'ai vu ici, donc ce sont des spécialistes qui vont le détecter et l'amener jusqu'ici à Kinkole. Je rassure à la population congolaise que nous avons une expertise nécessaire pour guérir les cas. Nous avons notre laboratoire INRV qui est déjà doté et nous avons des médecins spécialistes en maladies infectieuses qui peuvent soigner ce genre de cas. Nous avons des équipements, nous avons des médicaments. Les docteurs Eteni Longondo se disent satisfaits du travail réalisé par les programmes nationaux de l'hygiène aux frontières qui déploient jour et nuit des équipes et techniciens pour la surveillance du coronavirus au niveau de l'aéroport d'Ndjili. Par ailleurs, le ministre Longondo a accueilli sur place les DG de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, venu participer à la conférence de Kinshasa sur la santé universelle en RDC qui se tiendra du 14 au 15 février 2020. Thierry Monsenepo, le retour du FMI en force en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est FMI par là, FMI par ici, et tout ça. Une question aussi que les gens m'ont dit de vous poser, parce que j'ai une intelligence avec moi. Est-ce qu'il y a un pays qui a été déjà développé avec l'aide du FMI ou de la Banque mondiale? On peut savoir un peu, parce que ça fait des années et des années qu'on est avec la Banque mondiale et le FMI, on s'en sort toujours pas. Non, mais madame, le problème n'est ni le FMI, ni la Banque mondiale, encore moins le BAD. C'est des structures qui peuvent vous permettre de pouvoir mieux orienter votre gestion, mais aussi vous apporter des balances de paiement ou des appuis budgétaires ou encore des financements dans certains autres projets. Ce n'est qu'une aide, hein, tout simplement. Mais bien sûr, pour assainir les finances et pour que l'État puisse avoir de l'argent, c'est la façon dont vous-même vous menez vos restructurations, surtout en ce qui concerne les régies. C'est là où je vais féliciter le gouvernement Ilukamba pour le travail qui est fait par le ministère des Pétentik, qui est en train de chercher à dématérialiser tout ce qu'il y a comme
éléments de déclaration au niveau des fonctions publiques, au niveau des impôts, au niveau de tout ce qui est paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous voulons casser avec les évasions fiscales, il faudrait que nous puissions informatiser notre système. Toujours pas jusqu'à aujourd'hui? Non, pas du tout. Aujourd'hui, vous faites le bilan de votre société, vous passez par les centres synthétiques d'impôts pour les déposer, c'est écrit manuellement. Si vous voulez faire certaines déclarations pour des importations, bien sûr qu'il y a les guichets uniques, mais les autres paiements se font manuellement. Si aujourd'hui on dématérialise tout ça, ça sera une possibilité de renflouer les caisses de l'État. De gagner du temps. Hein, et cela va permettre non sellement de gagner du temps, mais de gagner aussi de l'argent. Tant que nous-mêmes, nous n'allons pas produire de l'argent, nous n'allons que avoir nos yeux pour pleurer. Et subir les injonctions du FMI et de la banque. Est-ce qu'il nous donne des injonctions, ces deux Ce n'est pas des injonctions, mais des obligations qui sont des obligations importantes, notamment en ce qui concerne la réserve de change. Ça permet d'équilibrer le taux de change que nous avons sur le marché. Sans cela, ça sera catastrophique. Il y a des valeurs qui sont importantes, qui doivent être observées par la Banque centrale. C'est vrai que notre Banque centrale a déjà fait un très grand travail, mais ces accompagnements permettent justement de mieux structurer la chose financière. Mais nous ne pouvons pas ne compter que sur cela. Nous devons plutôt essayer de travailler sur des restructurations importantes en ce qui concerne nos secteurs de paiement, là où l'argent entre. Comment lutter contre la corruption? Parce qu'aujourd'hui... Mais deux leviers dans le monde entier aujourd'hui, tout est dématérialisé pour éviter la corruption. Vous ne pouvez pas aller avec vos cash, aller effectuer un paiement pour le compte du Trésor public. Vous faites un virement bancaire. Vous faites vos déclarations par voie d'internet ou par voie informatique. Vous n'êtes plus en contact avec un agent de l'État qui vient pour négocier avec vous une note de débit ou une note de perception, ainsi de suite. Il n'y a pas de rétro-commission. Bien sûr que la corruption, c'est quelque chose qui s'émancipe aussi, mais déjà cela réduit la corruption. Aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a plus d'agents. Vous pouvez imaginer qu'on va découvrir qu'il y a un individu qui perçoit les taxes au marché de Somba-Zikida ici pendant presque une année et qui n'est pas répertorié par l'hôtel de ville, qui a ses agents à lui avec ses tickets qui perçoivent près d'1,5 million de francs chaque jour pendant une année. Et cela échappe à l'hôtel de ville. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore dématérialisé ces paiements. Si aujourd'hui l'hôtel de ville a un système de paiement électronique où les vendeuses ou les vendeurs payent par virement et ils ont leurs cartes qui sont magnétiques, on va éviter justement ce genre de détournement et l'État aura beaucoup plus d'argent. Nous allons rester un peu à l'hôtel de ville, hein, parce que vous avez mis l'accent sur l'hôtel de ville. Nous avons appris, merci Actualité.cd, que le gouverneur veut octroyer des cartes biométriques, si je ne me trompe pas, aux résidents étrangers. Alors les Congolais se sont levés, on dit, mais pourquoi penser aux étrangers, tandis que nous-mêmes, fils du pays, nous n'avons même pas une carte d'identité? Je ne suis pas informé de cela, encore que cela dépend plus de la Direction générale de migration qui donne des visas d'établissement aux étrangers ou d'autres documents. L'hôtel de ville, je ne sais pas, à moins que ce soit pour des étrangers qui font un petit commerce ou un moyen ou grand commerce ici, qui remplacerait peut-être la patente qu'ils payent. Mais je ne suis pas informé d'une telle initiative de l'hôtel de ville en dehors de Kinbopeto. Ça aussi, c'est un autre cas de figure. Kinbopeto, beaucoup disent que c'est aussi un autre moyen pour faire sortir l'argent comme les sauts de mouton. Hein. Non, pas du tout. Kinbopeto, c'est une très bonne initiative de la part du gouverneur de la ville. Vous êtes le premier à dire que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Ah, oui. Mais l'application de cette initiative est en train de prendre du retard pour la simple raison qu'il faudrait nécessairement que l'hôtel de ville puisse décentraliser ce système de Kinbopeto, c'est-à-dire il faudrait que les bourgmestres puissent prendre conscience que c'est eux les premiers acteurs et que eux à leur niveau aussi décentralisent. Mais lorsque vous posez les questions aux bourgmestres, ils vous disent nous n'avons pas les moyens. Il faudrait donc que l'Assemblée provinciale de Kinshasa réfléchisse pour comment est-ce que les bourgmestres peuvent avoir les moyens. Les techniques sont simples. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'un impôt sur le revenu... Cette proposition de 40% pour la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa ne perçoit pas cet argent ? C'est d'abord très peu pour la ville de Kinshasa, mais c'est aussi parce que la ville de Kinshasa ne perçoit pas assez d'argent tel qu'elle devait percevoir. Je vous donne un exemple.
Vous êtes habitante de la commune de Ngaliema. Imaginons qu'il y a 1 million de parcelles sur la commune de Ngaliema. Si 1 million de parcelles dans la commune de Ngaliema payent l'impôt foncier annuel, ça fera 10 millions de dollars chaque année. Ça signifie que la commune de Ngaliema aura 10 millions. Et si l'hôtel de ville, justement, permet à la commune de percevoir cette taxe et de garder 40% pour elle et de renvoyer à l'hôtel de ville 60%. Ça ferait que les bourgmestres auront une manne d'à peu près 400 000 dollars, ce qui lui permettra... 4 millions non? Oui, 4 millions, effectivement. Ce qui permettra au bourgmestre d'investir comme on voit dans d'autres pays où la commune a des stades, la commune a des écoles et ainsi de suite. Lorsque c'est l'hôtel de ville qui perçoit les impôts fonciers, comment est-ce que le contrôle va se faire? Parce que cela ne reste que déclaratif, c'est-à-dire celui qui veut va aller, ou là où les agents de l'hôtel de ville peuvent venir contrôler, c'est-à-dire à la Gombe ou à Limete, ceux-là vont payer, mais ceux qui sont à Kisenso ou ailleurs ne vont pas payer. Donc c'est des mannes qui échappent à l'hôtel de ville. Même chose avec de l'impôt sur le revenu locatif. Le bourgmestre, au travers de ses chefs de quartier, peut savoir que par exemple ici à Lingwala, sur l'avenue Kabalo, il y a 280 parcelles où il y a 200 locataires. Donc la perception de l'impôt sur le revenu locatif est beaucoup plus facile à un chef de quartier plutôt qu'à l'hôtel de ville. Qu'au gouverneur lui-même. Nous allons parler un peu de ce plan de trésorerie. Beaucoup ont dit que, je reviens, c'est toujours Sélé Yagé qui est cité, pourquoi a-t-il publié cette fois-ci ce plan de trésorerie, puisque sous Kabila, il n'a jamais fait. Pourquoi il a publié cette année? Sous Kabila, Sélé n'était pas ministre des Finances. Chaque ministre a sa touche. Sélé a souhaité publier ça sur le site du ministère des Finances. Mais ce n'est pas interdit et c'est une obligation de tenir justement un tel document à disposition, puisque ça permet à ce que l'on puisse savoir exactement ce qui est prévu pour les décaissements des caisses de l'État. Mais la communication ça n'a rien à voir. A été mal perçue. Pas du tout, parce qu'il a eu à le préciser. Oui, mais peut-être après, ça ne change en rien. Les gens ont cru que c'était le budget qui a été réduit de 11 à... Mais c'est même ridicule de penser cela. Comment est-ce qu'un ministre peut se permettre de lui-même de réduire un budget qui est une loi promulguée par le chef de l'État et votée au Parlement? Ça n'a pas de sens. Il n'a pas ni les prérogatives constitutionnelles, encore moins les pouvoirs qui lui permettent de faire une telle réduction. S'il y a des réductions à faire, on rentre au Parlement. C'est ce qui a été le cas à l'époque de Matata, lorsque il y a eu la crise financière sur les matières premières en 2014. Le budget qui était prévu à 8 milliards est descendu à 4 milliards et ils sont rentrés au Parlement pour un ajustement. Le coronavirus, nous y sommes. Question... peut-être question directe. Est-ce que ce n'est pas une maladie inventée pour casser un peu l'économie chinoise? Beaucoup le disent. Aujourd'hui, l'économie chinoise a été vraiment... pourrait être aujourd'hui la première économie mondiale et beaucoup ont dit que non, c'est une façon de casser un peu l'économie chinoise par les Américains. Aujourd'hui, avec la psychose, la Chine est devenue une terre presque vide. On voit les images aujourd'hui, Yuan, Shanghai, Pékin. Il n'y a plus d'activité, tout est boycotté et tout ça. Non, madame. Virus économique? Je ne suis pas de ceux qui pensent à ces thèses. Un complot, pas du tout. Je ne suis pas de ceux-là, puisque nous-mêmes ici, en RDC, nous avons connu Ebola. Mais beaucoup disent aussi qu'Ebola est peut-être politique aussi. Non, pas forcément. On levait cette option aussi. Pas forcément, puisque... créer la zizanie à l'Est. Pas forcément, puisque autant que l'humain est passé de l'Homo erectus à l'Australopithèque pour finalement devenir l'Homo sapiens, autant les virus aussi se métamorphosent. C'est même à cause de ça que chaque été, il y a un nouveau type de vaccin de grippe contre ceux qui ont des allergies de pollen par exemple et ainsi de suite. Donc le coronavirus est un virus qui avait déjà fait son apparition en 2003. Et cette fois-ci, mais bien sûr, et cette fois-ci, oui, puisque ça n'avait pas fait énormément de cas comme cette fois-ci, qui est une forme beaucoup plus virale. Et vous savez que les maladies se transforment. Le paludisme aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, le paludisme s'est réellement muté pour commencer même à causer des problèmes artériels et même des problèmes de reins.
à l'époque, le paludisme, ce microbe transporté par l'anophèle femelle, n'a jamais causé ce genre de problème. Donc le coronavirus actuel, c'est moins pire que le SRAS, mais c'est une maladie qui provient de contacts entre l'homme et un certain animal qui a eu à le développer. Je sais que vous êtes fort en économie. L'impact économique par rapport à nous, à la RDC. Énorme par rapport à la RDC, puisque, écoutez, le taux d'importation ou des échanges commerciaux entre nous et la Chine, c'est pratiquement le milliard. Et aujourd'hui, qu'il y ait une baisse de la croissance chinoise, une baisse de l'activité économique au niveau de la Chine, va nécessairement impacter le Congo, encore que 70% des compagnies aériennes qui desservent la République démocratique du Congo transportent des commerçants qui vont s'approvisionner en Chine en termes de produits que nous utilisons chaque jour ici. Donc nous allons sûrement connaître la pénurie de certains produits qui ne nous proviennent que de la Chine au travers de nos commerçants qui font Guangzhou et qui font Shanghai. Vous avez suivi les images, il y a eu à l'aéroport et aux frontières de notre pays. Vous êtes sécurisé comme vous avez vu? Vous êtes vraiment... Je suis rassuré par le travail que fait le ministère de la Santé parce que, comme l'a dit le ministre Eteni, la vérité c'est que la RDC a déjà vécu ça avec Ebola. Ebola, c'est pratiquement le même nombre de morts que le coronavirus. Aujourd'hui, on est à 2000 et quelques morts. Ebola, c'était 2500 morts. Le coronavirus, c'est à peu près aujourd'hui 40 000 personnes contaminées. Et Ebola, c'était pratiquement aussi la même chose. Donc, les moyens de contagion, c'est les liquides sécrétés par celui qui est contaminé, c'est-à-dire par éternuement, par le sang. C'est exactement la même chose aussi avec Ebola. Donc, la République démocratique du Congo ayant maîtrisé très rapidement Ebola est suffisamment outillé pour maîtriser un genre de maladie qui viendrait par les mêmes moyens d'infection comme le coronavirus. Merci Thierry Monsel. Mais on nous a dit aussi, nous avons vidéo, je ne sais pas si vous avez l'information, que la chloroquine peut guérir le coronavirus. Ah mais écoutez, avec ce genre de choses, il y a beaucoup de spéculations. Rappelez-vous qu'il y avait un pasteur au Congo-Brazzaville qui guérissait Ebola avec la fameuse bière Ngok. Donc au-delà du système sanitaire, il faut éviter de suivre tout ce que les gens disent. Ça a quand même été aussi relayé par les médias étrangers. Moi, je préfère m'en tenir à ce que dira notre INRB et notre ministère de la Santé, à ce qu'il faudrait que l'on puisse prendre contre ce virus, si et seulement si ce virus arrive. On n'a aucun cas ici en RDC, aucun cas encore. Pas du tout. Le premier cas en Afrique a été répertorié, je pense, au Nigeria. Et j'espère, en tout cas, qu'ici, en République démocratique. Et d'ailleurs, beaucoup d'Occidentaux se posent la question comment l'Afrique n'est pas contaminé. Non, mais c'est aussi par rapport au contact. Se posent la question comment l'Afrique n'est pas contaminée. Par rapport au contact, la Chine est devenue le pôle économique mondial. Que ce soit les Africains, encore plus les Européens, vont manufacturer la plupart de leurs produits en Europe. En Chine. Oui, en Chine, à cause de la main-d'œuvre qui est beaucoup plus moins chère qu'en Europe. C'est tout à fait normal que les premiers cas puissent être répertoriés en Europe plutôt qu'ici, parce que nous, c'est plus des contacts d'achat, mais ce n'est pas des contacts d'établissement comme les Occidentaux le font en Chine. Donc, il n'y a aucun cas de coronavirus en République démocratique du Congo. Le seul cas en Afrique, je crois, c'est au Nigeria, en Algérie aussi. Oui. J'ai ouï dire. Merci, nous allons continuer. Nous allons maintenant prendre le plus grand des dossiers. Nous allons parler du président de la République et de ses activités. La rencontre du président de la République avec les forces alliées de l'UDPS. L'audience qu'a accordé le président de la République par rapport à la paix et à la sécurité, au commissaire par rapport à la paix et la sécurité. Et nous allons aussi parler de l'audience qu'a accordé le chef de l'État au doyen Nyoka Longo, parce que comme vous le savez, Nyoka Longo et son Zaïko Langa Langa fêteront les 50 ans de ce patrimoine national. D'ailleurs, ils sont à Bruxelles, en Belgique, cette semaine, et on se pose la question si ce concert sera aussi chahuté comme le concert de Fally cette semaine, parce que pour Fally, on en a parlé, ça a été vraiment le branle-bas de combat. Je ne sais pas comment Fally a tenu psychologiquement face à tout ça. Ça a été vraiment, les images étaient... assez forte, parce que c'était concert, pas concert, jusqu'à 18h on était dans l'expectative, concert, pas concert, concert, pas concert. Je ne sais pas pour Nyoka Longo si ça sera la même chose. Plus de détails, s'il vous plaît. Il a été question que nous puissions échanger avec le président de la République, le chef de l'État. Voilà, c'est depuis plus d'une année qu'il est
dans le pilotage de ces grands pays, les forces alliées du DPS n'ont jamais eu l'occasion, en tout cas dans sa plénière, de pouvoir rencontrer les chefs de l'État. Et il nous a donné des instructions que désormais nous allons respecter. Nous avons aussi donné des suggestions qu'il a estimées qu'elles sont vraiment les bienvenues et que nous puissions les transmettre d'une manière officielle. Pour nous, les forces politiques alliées du DPS, c'est une grande journée, une occasion de joie, une occasion de satisfaction où aujourd'hui nous sommes reconnus que le chef de l'État, il est aussi le nôtre. Voilà ce que je peux dire en substance. Nous avons suggéré que les magistrats qui ont été nommés tout récemment puissent entrer immédiatement au travail pour combattre la corruption, pour combattre les antivaleurs et sanctionner sans tenir compte d'une position politique quelconque. Et nous avons félicité le président de la République pour l'action assez louable de la gratuité de l'enseignement, mais que ça puisse se faire d'une manière ordonnée. Que nous avons appris qu'il y a injection des enseignants qui n'ont jamais figuré sur la liste, que ceux-là soient l'objet d'un éloignement. Et là, ça demande une inspection ou un audit à ce sujet. Et nous avons dit que nous sommes sans condition à sa disposition pour que nous puissions réussir à soutenir son mandat et pourquoi pas aller au-delà de 2023. D'abord, je le remercie de m'avoir fait cet honneur de me recevoir et effectivement de pouvoir un peu évoquer ces questions qui sont, comme vous le savez, la première priorité actuellement de l'Union africaine. C'est comment taire les armes pendant cette année, comment promouvoir la paix, la sécurité et le dialogue partout. J'ai eu l'occasion de le féliciter pour vraiment ces initiatives très louables dans les Grands Lacs qui ont permis de créer une dynamique de dialogue, de concertation, comme on vient de le voir à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc ensuite nous avons évoqué son programme, ses idées pour à la fois aussi promouvoir le dialogue, la paix au pays, adresser tous ces défis que nous avons à l'est de la RDC, mais également promouvoir le développement du pays. Je crois que c'est des éléments essentiels. Donc à cet égard, je crois que je l'ai rassuré à nouveau du soutien total de l'Union africaine pour toutes ces initiatives, pour tous ces efforts louables, nobles, et puis ce d'autant que le président Félix Tshisekedi assumera l'année prochaine la présidence de l'Union. Il y a énormément de secteurs sur lesquels nous pouvons travailler ensemble et aussi promouvoir le partenariat avec d'autres pays, d'autres amis de la RDC. Nous sommes venus solliciter, lui demander s'il pourra patronner les 50 ans, les festivités de 50 ans des écoles, chose qu'il a accepté directement. Le programme, nous travaillons avec l'agence CMCT de M. Jean-Claude Allé, je crois le mois venu. Il y aura un point de presse là où il va dévoiler le calendrier de toutes ces festivités parce que ça va aller jusqu'au mois de décembre. Et comme le chef de l'État veut aussi faire cette année la fête de l'indépendance, une grande fête, donc il va associer aussi la musique. Dans notre projet, nous avons certains de nos collègues africains qui vont venir. Thierry Monsenepo, nous avons vu le chef de l'État recevoir les forces alliées de l'UDPS, mais on se pose la question, aujourd'hui, le chef de l'État est le président de tous les Congolais. Il est au-dessus de la mêlée, comme on dit. Doit-il recevoir encore sa famille politique? Est-ce qu'il n'est pas en même temps jugé parti? Non, je ne pense pas qu'il faille prendre ça comme ça. Le président de la République a le droit de recevoir les forces vives de la nation.
que ce soit ceux qui viennent de son ancienne famille politique, de son actuelle famille politique, même de ceux qui sont dans l'opposition, il a la possibilité de les recevoir pour parler avec eux, si c'est pour des consultations, si c'est pour des orientations ou un cahier de charge bien précis, cela n'est pas du tout mauvais. Mais moi, je n'ai jamais vu un président africain recevoir amicalement, entre guillemets, les membres de l'opposition, comme ça se fait en France quand il y a une situation de crise. On voit, par exemple, le président français recevoir le membre de l'opposition quand il y a une situation critique. Vous n'avez jamais vu ça en Afrique? Non. Pourtant, ça s'est passé ici en République démocratique du Congo. Le président Kabila a reçu ceux qui hier étaient en train de l'insulter, de le traiter de tous les mots. Là, c'était pas pour la formation de gouvernement ou non, pas forcément. Rappelez-vous, à l'époque, il a reçu M. Valentin Moubaké. Il a reçu. C'était pendant les consultations. Il a reçu. C'est pour la formation du gouvernement. Mais il y a des périodes. Ce n'est pas de manière inopportune que le président de la République peut recevoir les forces vives. C'est à des moments bien précis. Et je pense que maintenant, c'est par rapport à la question de la mise en place des entreprises publiques. Vous avez suivi M. Laurent Batomona qui a dit qu'ils ont apporté un cahier de charge au président de la République. C'est par rapport à la question de la gratuité de l'enseignement. Ils ont apporté aussi un cahier de charge au président quant à ceux, donc je ne vois pas de problème, mais je vous rappelle ici que nous avons vu un président de la République recevoir, et de manière fréquente, les membres de l'opposition. Il a même reçu l'actuel président qui à l'époque était secrétaire national de l'UDPS en charge des questions de l'extérieur ou des affaires étrangères, je pense. Vous avez soulevé quelque chose, c'est là, par rapport aux entreprises publiques. Il y a déjà des noms qui courent, les bruits qui courent, mais beaucoup se plaignent de la politisation des entreprises publiques. Parce que je me réveillerai peut-être demain, comme moi je le dis souvent dans Info7, je reçois le PDG de l'ONATRA qui est avec moi, Thierry Monsenepo. Peut-être Thierry sera demain PDG de quelle société encore? L'Office de route. Peut-être que je reçois le nouveau PDG de je ne sais pas quoi. La politisation des entreprises publiques. Beaucoup se plaignent, qui disent qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Justement, c'est vrai qu'il faut ne pas oublier le fait que les capacités intellectuelles, le background, ainsi que les valeurs morales des personnes à choisir sont importantes comme critères pour choisir celui qui va diriger une entreprise publique. Mais il ne faut pas mettre de côté le fait que le politique, c'est celui qui conçoit une vision de gestion, cette vision qui est imprégnée au sein du gouvernement, et que les entreprises publiques sont les éléments de fonctionnement de ce gouvernement par rapport à cette vision. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi un politique qui, du reste, sont tous des Congolais. Ce n'est pas interdit. C'est pas parce que ce n'est pas interdit qu'un politique ou un non politique s'il vous plaît, Thierry Monsenepo, est-ce que parce que vous êtes de la CCI aujourd'hui, que vous devez devenir ipso facto PDG de l'ONATRA? Pas forcément. Alors pourquoi lier la fonction de direction dans une entreprise au fait d'être dans un parti politique? Pourquoi lier les deux automatiquement aujourd'hui? Ce n'est pas lié. Les fils maison se plaignent, disent les fils maison n'ont pas droit à ces postes-là de directeur, de tout ça. On prend n'importe qui et on est là-bas. C'est vrai que c'est un problème, mais je ne suis pas non plus d'accord pour dire qu'on prend n'importe qui. Au sein des partis politiques, je vous donne un exemple pour le cas de la CCU. Lorsqu'à l'époque nous avons été contactés pour donner un nom pour le poste d'administrateur à l'OGEFREM, nous avons choisi une dame qui est ancienne banquière, qui a les capacités financières avérées et managériales. Donc c'est une Congolaise, cela ne fait pas d'elle une moins que rien, parce qu'elle est de la CCU, qu'elle n'a pas le droit de prétendre à y travailler. Là, vous poussez tout le monde à faire partie d'un parti politique? Pas forcément. Mais je vous dirais que dans le monde entier, les entreprises d'État sont des entreprises qui sont imprégnées de la politique qui vient du président de la République, passe par le gouvernement et dans ces entreprises. Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque, lorsqu'il s'agissait de gérer Total, le président Mitterrand a choisi M. Philippe Jaffray,
qui était un membre du Parti socialiste, mais qui avait des visions pour la transformation de cette société qui à l'époque était Elf-Aquitaine. Donc les hommes qui dirigent les entreprises publiques doivent avoir non seulement les capacités managériales qu'il faut, mais ils doivent aussi avoir une donne politique pour réellement asseoir la vision politique de gestion qui correspond à ce qui est la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement pour ces entreprises qui sont des éléments de croissance ou de matérialisation de la vision de la gestion politique. Quelle est cette vision? Cette vision, c'est le développement du Congo. C'est le développement du Congo. Il n'y a pas de vision. C'est le développement du Congo. L'ingérence de la communauté internationale en République démocratique du Congo, beaucoup se disent il y a trop de visites, il y a trop d'injonctions, il y a trop de suggestions. On a encore vu le commissaire venir pour parler de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Pourquoi la RDC intéresse-t-elle autant de monde? Non seulement que la RDC intéresse, mais Madame Paulette, vous ne pouvez pas exister dans le monde aujourd'hui sans tenir compte des autres, sans tenir compte des avis des autres, parce que ce que vous faites dans votre pays, ça a des conséquences ailleurs. Je vous donne un exemple. Nous avons, nous, ici, eu un retard en ce qui concerne la fiabilisation de notre fibre optique, qui vient de la station d'atterrage de Mwanda et qui doit déboucher jusqu'à Kasumbalesa. Cela prive presque toute une partie de l'Afrique. Qualifié de client insolvable par cela prive presque toute une partie de l'Afrique d'une possibilité de connexion parce que la RDC se trouve au bon milieu. Lorsque par exemple nous avions ici des aéroports qui n'étaient pas balisés, c'est-à-dire il n'y a pas de vol de nuit, cela paralyse toute l'Afrique. Lorsque nous avons un problème de sécurité dans notre Grand Nord et qu'il y a des déplacements en termes des milliers de gens dans des pays frontaliers, c'est là des conséquences. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir le phénomène Mororo qui sont venus du Sud-Soudan. Ces pasteurs-là qui ont des bovins et ainsi de suite dérangent la République démocratique du Congo parce que cela a été mal géré dans leur pays. Donc, il est difficile aujourd'hui de dire que nous pouvons évoluer en vase clos sans les autres. Ce que nous refusons, ce sont des injonctions. Mais la collaboration, elle est importante parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui évoluer sans les autres. Parce que ce que les autres font, nous en payons les prix ici. Vous avez donné l'exemple du coronavirus qui sévit en Chine, mais nous subissons les conséquences sur le plan économique dans notre pays à des milliers de kilomètres. Je vous précise que Nyo Kalongo a déjà joué à Bruxelles. Ça s'est passé sans incident. Gloire à Dieu. Et le président l'a reçu avant qu'il ne parte pour Bruxelles. Pour vous, que représente pour vous, Thierry Mosenipo, Zaïko Langalanga? Mais écoutez, Zaïko Langalanga, c'est la musique de toutes les générations. C'est une musique qui a bercé nos pères, mais aussi qui nous a bercé nous. Nyo Kalongo a réussi à faire de cet ensemble musical un élément intemporel qui entre dans le patrimoine congolais. Ce n'est pas pour rien que le président Joseph Kabila, à l'époque, a demandé que l'on puisse couronner d'ordre national cet orchestre qui est dirigé depuis des années par Nyo Kalongo. C'est vraiment un élément qui entre dans notre patrimoine et je suis satisfait du fait que le premier citoyen de la République démocratique du Congo accepte de pouvoir soutenir ce jubilé d'or de cet orchestre et que cela va participer à notre fête. C'est depuis 1970 que Zaïko les années 70. 70 déjà. Exactement. Donc ça a accompagné toutes les générations de depuis. Mzee Kabila et voilà. C'est vraiment un patrimoine national qui est Félix Tshisekedi. Donc nous devons dire à nos amis, à nos frères combattants, à ceux qui sont partout, que la musique congolaise est un patrimoine culturel, mais aussi un patrimoine historique. Mais je ne comprends pas. Nous y revenons. Pourquoi pour Nyo Kalongo ça s'est passé sans histoire et pour Fally ça a suscité autant de passion? Expliquez-moi un peu, je ne comprends pas. Parce que Fally est jeune et Nyo Kalongo est papa. On l'a peut-être respecté vu son âge. Il a quand même plus de 50 ans. On a dit bon, c'est quand même un papa, on le respecte. Ou c'est quoi? Ou c'est le message? Non, c'est forcé. C'est seulement... Nyo Kalongo a eu la chance, il faut le dire, de jouer après Fally. C'est-à-dire que si le concert de Fally n'avait pas eu lieu, soyez sûr que celui de Nyo Kalongo non plus n'allait pas avoir à se tenir à Bruxelles. Parce que si vous suivez les propos de ceux qui se donnent comme titre les leaders des combattants, ils étaient déjà en train de dire que Fally et Nyo Kalongo ne joueront pas. Ce qui fait que lorsque le concert de Fally a eu lieu,
et qu'il y a eu cet émoi mondial des cas de chaos que les combattants ont eu à perpétrer à la gare de Lyon et qui a choqué tout le monde, ils sont un peu rentrés dans leurs petites culottes. Ça a fait que le lendemain, jour de concert de Nyoka Longo, ils n'avaient plus la force morale et énergétique d'aller le combattre, parce que sinon ça allait devenir de l'acharnement, et surtout que la plupart d'entre eux sont actuellement sévèrement recherchés par la police française. Et on reproche, j'ai lu le post d'une compatriote, Yuyu Moutoumoussi, qui a dit que les Congolais font aujourd'hui de la délation en Europe, à Paris, en France, sont en train de livrer leurs frères aux policiers français. C'est de la délation. Nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas compatissants par rapport à nos propres frères. Pourquoi on les livre aux policiers? Non, je ne pense même pas qu'il y ait des Congolais qui livrent leurs compatriotes. Dans le monde d'aujourd'hui, madame, vous avez vu les images qui circulent sur celui qui a volé les tissages sur la tête. Ça, j'ai pas vu. Vous êtes la seule peut-être à ne pas l'avoir vu. Pendant que les combattants étaient en train de marcher, il y a un monsieur qui s'est approché d'une dame qui lui a arraché les tissages qu'il y avait sur ses cheveux à Paris. Donc, avec les images, on peut les retrouver. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire que tel t'a accusé. Non, les images sont là. Les pays comme la France ont des caméras partout. On peut vous retrouver avec votre figure. Les empreintes que vous déposez sont sur tout l'espace Schengen. Vous n'avez aucun endroit où aller sans que l'on puisse mettre la main sur vous. Ça n'a rien à voir avec les Congolais qui accusent les autres. Ça a à voir avec ceux qui ont commis les actes et qui seront obligés de répondre devant la justice. Si vous avez, c'est une question qu'on m'a dit de vous poser. Si beaucoup disent on ne fera rien de toutes les façons, beaucoup sont français, beaucoup sont belges, beaucoup sont allemands et tout ça. Et moi je leur ai répondu, je vous pose aussi la question que au cas, s'il s'agit de terrorisme, on peut vous déchoir de votre nationalité, parce qu'on l'a vu faire avec d'autres nationalités. Est-ce qu'on peut déchoir quelqu'un comme Boketou? On m'a dit qu'il est belge. Est-ce qu'on peut le déchoir de sa nationalité belge? Il n'y a pas eu d'acte de terrorisme, mais plutôt de vandalisme. Non, il y a nuance. Il ne faut pas qu'on complète le front à l'extrême droite. Ce n'est pas du terrorisme, c'est du vandalisme. Il faut qu'il y ait des preuves que ce véhicule brûlé a été brûlé par X ou Y personnes. Ce n'est pas puisque vous interdisez le concert d'un musicien que vous devenez directement l'auteur de cet acte de vandalisme. Et là, c'est le rôle de la justice de pouvoir justement séparer la vérité de ce qui est rumeur et de ce qui est accusation gratuite. Et comment vous percevez les propos de Marine Le Pen? Est-ce que c'est de la récupération politique? Parce qu'il a traité nos compatriotes de la racaille. Moi, ça m'a choqué, mais je comprends que c'est Marine Le Pen. Est-ce que cette Sambo Colombé l'a dit que nous avons donné le lit à l'extrême droite à Paris, de nous traiter comme ça et de prêter le flanc à l'extrême droite, de dire que les Noirs, les Congolais surtout, c'est de la racaille, ils viennent pour détruire, ils viennent pour prendre la sécu, ils viennent pour ne rien faire en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai jamais épousé les positions de Madame Le Pen, surtout que les Noirs, pour elle, ne sont de la racaille que lorsqu'il s'agit de casser ou de brûler, mais ils ne sont pas de la racaille lorsqu'il y a des Congolais qui travaillent et qui payent. Nous avons aujourd'hui Fali qui est allé prester à Bercy. Il y a eu des royalties qui sont entrées dans le trésor français de par un Congolais. Il y a des Congolais aujourd'hui que nous avons comme frères, sœurs, cousins qui travaillent en Europe, qui payent leurs impôts et qui participent à la croissance de ce pays. Donc il ne faut pas traiter les Congolais de racailles. Il y a des individus qui peuvent être congolais, qui peuvent être malgaches, qui peuvent même être français et qui se permettent de pouvoir faire de tels actes. C'est des actes qu'il faut condamner et ces personnes-là, et non caricaturer de manière globale que ce sont les Congolais qui font ça. Ici, dans notre pays, nous avons des Indiens qui se sont mal comportés. On n'a jamais dit que l'Indien c'est une racaille. La police a arrêté cet Indien-là qui avait frappé jusqu'à mort un Congolais, mais on n'a pas pour autant stigmatisé toute la communauté indienne. C'est la peur aujourd'hui, c'est la stigmatisation du Congolais en France. Non, ça. De la stigmatisation du Congolais, je ne crois pas, mais plutôt une récupération, comme vous l'avez si bien dit, politique de l'extrême droite, de la droite française, qui a l'habitude de le faire. Nous allons prendre l'avant-dernier sujet, nous allons parler de la mort de ce général qui a suscité aussi autant de passion aussi. Beaucoup disent, comme j'ai quelqu'un du FCC ici, beaucoup se disent pourquoi seulement les gens du FCC qui pleurent ce général. Je vais poser la question à Thierry Mosenepo et nous allons voir le compte-rendu du dernier conseil de ministres. Le commandement militaire a la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée d'un de ses valeureux officiers généraux,
en la personne du général-major Delphin Kayimbi Kassagoué, sous-chef d'état-major en charge du renseignement. Décès survenu le matin de ce vendredi 28 février 2020 en son domicile à Kinshasa, Galiem. À la suite de ces malheureux événements, le haut commandement militaire informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, ainsi que toute la grande famille des forces armées de la République démocratique du Congo, que toutes les dispositions sont prises pour élucider les circonstances de cette douloureuse perte. Une enquête est diligentée, les conclusions de celle-ci feront l'objet d'une communication ultérieure. Compte rendu de la 23e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 28 février 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 23e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. S'agissant du décès du général Delphin Kayimbi, le Président de la République a informé les membres du Conseil du décès du général Delphin Kayimbi, chef d'état-major adjoint des FARDC chargé du renseignement militaire, dans la matinée de ce vendredi 28 février 2020. Tout en présentant ses condoléances à sa famille et au FARDC, le président de la République a souhaité que les enquêtes soient rapidement menées afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Le président de la République a salué les efforts fournis par le gouvernement pour remplir les critères du Fonds monétaire international dans le cadre du programme de référence conclu avec celui-ci. Il a toutefois insisté que ces efforts doivent se poursuivre au regard de la situation difficile enregistrée au mois de janvier et février 2020 en termes de mobilisation de recettes. À cet effet, il a instruit le gouvernement d'engager sans délai des réformes sur la fiscalité, de supprimer toutes les entraves à la mobilisation des recettes dans les postes frontaliers et d'y envoyer des équipes devant sillonner toutes nos frontières. Thierry, mais ce n'est pas, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. La mort de ce général a suscité beaucoup de passion. Et on m'a dit de vous poser cette question quand vous êtes du FCC. Pourquoi il n'y a que les gens du FCC qui regrettent la mort de ce général? Il y a beaucoup de messages de condoléances. J'ai suivi Francine Mouyumba, Jeannette Kabila, il y en a beaucoup du FCC qui ont présenté leurs condoléances. Pourquoi? Moi, j'ai suivi d'abord le président de la République, qui était le premier à présenter ses condoléances. Il n'est pas du FCC. Coalition. J'ai suivi M. Kabound, qui n'est pas du FCC, qui a présenté ses condoléances, ainsi que M. Augustin Kabouya. Alors, en ce qui concerne les gens du FCC, c'est par rapport à 2 choses. La première chose, c'est que nous avons vécu dans notre âme, nous, FCC aujourd'hui, mais hier, MP, et puis bien avant AMP, les guerres que ce pays a eu à connaître. Et l'armée a été un vrai bouclier pour protéger la République démocratique du Congo et donc les institutions que nous défendions, nous, en tant que communicateurs et eux en tant que militaires. Et cela a donné un certain respect envers ces hommes d'armes qui ont eu à se donner corps et âme pour défendre ce pays. D'abord contre le CNDP, ensuite contre le M23, puis contre les Raya Motomboki et plusieurs autres types de mouvements armés, mais que cette armée a eu à descendre par une volonté de faire qui leur a été imprégnée par le commandant en chef Joseph Kabila. Mais il ne faut pas non plus oublier
qu'il a été des premiers qui, à l'époque, sont venus avec Mouzé ici en tant que Kadogo. Et rappelez-vous que la plupart des Kadogo étaient... quelqu'un a démenti cette information, hein, qu'il n'a pas été Kadogo, qu'il a été déjà au renseignement depuis 1996. Étaient des membres de l'AFDL. L'AFDL dont la plupart sont devenus plus tard PPRD, plus tard d'autres partis politiques qui aujourd'hui font partie du FCC. Donc c'est tout à fait aussi normal qu'il y ait plus de sympathie ou de compassion par rapport à cette famille au sein des amis du FCC plutôt qu'au sein de nos amis qui sont dans d'autres formations. Mais nous avons 8 jours aussi. C'est vrai que nous écoutons cette population. J'ai quelqu'un du FCC avec moi, peut-être démentir cette information. Je vais peut-être utiliser les mots assez crus, qu'il a été simplement effacé. C'est le terme qu'on emploie dans... Pour quelle raison? Dans les agences... la sécurité, qu'il a été simplement effacé parce qu'il voulait divulguer des secrets qui auraient préparation d'un coup d'État en République démocratique du Congo. Qui préparait ce coup d'État? Qui avait des informations assez compromettantes. Qui préparait ce coup d'État? On l'a d'État? effacé tout simplement. C'est le terme qu'on emploie, qu'on a effacé. Je ne crois pas, madame. Vous savez que chez nous, même en Afrique, dans nos propres familles, il n'y a jamais eu de mort naturelle. Je ne vais pas ici piétiner sur l'enquête qui est en train de se dérouler, qui va déterminer si il est mort de mort naturelle ou pas. Mais je peux déjà vous dire d'emblée que chez nous, les Africains, il n'y a pas de mort naturelle. Soit c'est un oncle qui a tué le neveu, ou c'est une tante qui a bouffé une nièce, ainsi de suite. Donc qu'un général puisse mourir, ça ne peut pas être naturel. Sûrement qu'il y a eu un coup foireux derrière. Mais il faut essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. Quel serait le mobile de ce meurtre? On le tuerait pour cacher des secrets, mais quel secret? Coup d'État. Coup d'État qui serait préparé par qui? Pour quel intérêt? Voilà des questions. Coup d'État, c'est faire partir le président de la République. Faire partir le président de la République pour que qui le remplace? Ceux qui ne sont pas au pouvoir. Donc, il faut qu'on regarde vers qui? Parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est le FCC le cache. Donc, c'est que ce coup d'État vient d'ailleurs, de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Suivez mon regard pour savoir si c'est de qui dont on parle. Si c'est cela, je pense que les enquêtes vont déterminer. Un peu plus. Nous allons clôturer par une note assez légère. Nous allons parler des enfants qui sont nés le 29 février. Cette année, c'est une année bissextile. Et nous allons parler du mois de la femme. Nous y sommes déjà. Célébration du mois de la femme. C'est vers 14h que cette femme a accouché son enfant ici à l'hôpital mère et enfant de Barumbu. Peu importe la date de naissance de l'enfant qui vient au monde, ce samedi 29 février, son anniversaire sera célébré. Le dernier jour du mois a fait savoir cette mère. Le 29 février. Ata est tombé le 27 février, ata le 28, ata le 29, avant fêter. Docteur Katika Mwanya parle ici de la manière dont sont préparées psychologiquement les mères des enfants nés entre le 28 et le 29 février. Sur le plan psychologique, alors je pense qu'il y a un problème d'orientation temporale où les enfants qui naissent le 28, le 29 ont toujours des problèmes pour organiser leurs anniversaires. Alors, à chaque fois que nous avons des mamans qui mettent au monde les enfants, soit le 29, nous faisons toujours un effort ici à partir de notre salle de travail, de leur conseiller comment organiser les anniversaires des enfants, parce que ça peut affecter un enfant. Il voit que non, lui il est né le 29 et que le mois s'arrête le 28. Alors il ne sait pas, lui il n'existe pas ou comment. Alors nous demandons toujours, nous faisons toujours un effort de préparer la maman et à aider les enfants de comprendre ce système-là, que même si la date, le mois de février, s'arrête le 28, l'enfant doit toujours fêter son anniversaire par rapport au mois où il est né. Selon les statistiques données par la chef de service au sein de l'hôpital mère et enfant de Barumbu, au total, 88 enfants, dont 50 filles et 38 garçons, sont enregistrés ici pour ce mois de février 2020.
Nous allons atterrir, Thierry Monsenepo, les enfants qui sont nés le 29 février. Nous avons suivi cette dame qui parlait un peu de contraintes psychologiques par rapport à ces enfants. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire à ma soeur qui est née le 29 février. Donc elle ne fait que chaque 6 ans. Comment gérer ça? C'est quand même assez traumatisant pour les enfants. Et il a dit, est-ce que les enfants se disent, est-ce que nous n'existons pas? Est-ce qu'on doit fêter tous les 6 ans? Comment gérer cette situation en fait? Non, mais l'existence d'un enfant n'a rien à voir avec l'anniversaire. Vous savez que moi, ma grand-mère, qui était une femme tout droit venue de Bamania chez les Pinza, ne connaissait pas sa date de naissance. Donc elle a choisi un jour, au hasard, pour que ça devienne sa date de naissance. Donc comprenez que ce genre de choses ne doit pas affecter l'enfant pour qu'il nous sommes dans un monde moderne. Puisse pas, nous sommes dans un monde moderne, mais il faut éviter que l'enfant lit son... Les anniversaires, les gâteaux, ça touche aux enfants. Il faut éviter que l'enfant... Et ceux qui n'ont pas de gâteau et ceux qui ne fêtent pas l'anniversaire, ça c'est peut-être un phénomène des grandes villes. Mais dans l'arrière-pays, ce sont des non-événements, mais ils ne deviennent pas des citoyens importants pour l'État ou des citoyennes importantes par rapport à leurs anniversaires. Donc il faut décomplexer les enfants par rapport au fait que puisque tu es né le 29, que ton anniversaire ne vient que tous les 6 ans, que tu n'existes pas. Son existence, c'est par rapport à la valeur que l'enfant va obtenir tout au long de sa vie. Vous avez ouvert le bal du mois de la femme, mois de mars, nous y sommes déjà. Thierry Monsenepo, pour vous, le 8 mars, ça représente quoi? Est-ce qu'on doit célébrer cette fête? La femme doit faire quoi pendant ce mois de mars? Qu'est-ce que beaucoup disent? Bon, de toutes les façons. Pour moi, la femme doit se poser, doit se remettre en question. D'abord, je profite pour souhaiter un bon mois de la femme à toutes les Congolaises pour que la femme puisse se remettre en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de parité. Mais moi, j'ai toujours voulu que l'on parle de méritocratie. C'est-à-dire que la femme doit savoir que le poste qu'elle va occuper, la place qu'elle aura en société, doit être une place liée à sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire sa valeur en tant qu'humaine, mais aussi sa valeur intellectuelle, sa valeur de moralité, et ainsi de suite. Que si demain, nous avons besoin de 10 journalistes, que ce ne soit pas un calcul arithmétique, que nous ayons 5 femmes et 5 hommes. Une discrimination que positive, nous puissions avoir, ça peut booster d'autres femmes. Que nous puissions avoir 10 journalistes. Si ce fait que les capacités sont dans 10 journalistes femmes, eh bien, ça sera 10 journalistes femmes. Il ne faudrait pas que l'on puisse, comme ça, dire qu'il y a hommes, femmes, et que les femmes doivent être protégées, ainsi de suite. Non, les femmes doivent s'armer de valeurs pour qu'elles puissent servir à notre beau pays. Et ces valeurs sont des valeurs de moralité et des valeurs intellectuelles. Nous allons terminer par une question de curiosité. Les télévisions aujourd'hui, Thierry Monsenepo, c'est vraiment une question, parce que vous êtes toujours journaliste, vous le resterez. Aujourd'hui, avec la TNT en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, il y a un foisonnement de chaînes de télévision, plus d'une centaine. Pour vous, c'est un boom, c'est un plus, ou on doit réguler aussi ces secteurs? Parce que beaucoup disent c'est la YouTubeisation de la TNT, en fait. Les gens ne prennent que ce qui se passe sur YouTube et le mettent sur la TNT. Moi, je surveille et des fois, je regarde, j'ai des messages, j'ai déjà vu ça sur YouTube. Il y a des comptes sur YouTube comme Lama Fâché, comme les autres, ils ne prennent que ça et ils mettent sur la TNT. Comment réguler ce secteur de la TNT? Je pense que c'est pour cela que le ministre d'État et ministre de la Communication, son Excellence Jolino, a demandé qu'il y ait les États généraux de la presse. C'est pour qu'il y ait justement une discussion sur les moyens de réguler ce secteur. Parce qu'être un éditeur de programme, il ne suffit pas seulement d'avoir un faisceau et aller vers un opérateur multiplex pour avoir un canal où diffuser votre programme. Il faudrait aussi avoir du contenu. Il faudrait que votre contenu ait un sens. Et je pense que les personnes qui vont déterminer ces télévisions, ce sont les téléspectateurs, qui justement avec cette multiplicité de programmes vont faire le choix sur les télévisions qui offrent un bon contenu et vont s'accrocher derrière ces télévisions. Et le chiffre d'affaires des télévisions ne va plus exister par la publicité, ça va maintenant exister par la consommation des téléspectateurs, c'est-à-dire que vous appartenez à un bouquet et que ce bouquet-là est consommé et que c'est au prorata des abonnements des gens sur ce bouquet que vous êtes rétribué, et c'est ça qui va vous faire exister sous d'autres cieux. Parce que la publicité ne pourra pas passer dans 100 chaînes de télévision, la publicité ne va passer que dans des chaînes de télévision qui sont les plus suivies. Donc vous pouvez laisser ces télévisions devenir 1 million ou 2 millions, mais ils finiront par disparaître parce qu'ils vont se retrouver dans des contraintes. Non seulement
des contraintes par rapport à l'État, parce que le gouvernement vient de publier un arrêté interministériel qui fixe le nouveau taux des redevances sur les médias, c'est 15 000 $ l'an. Je me demande quel est l'opérateur, quel est l'éditeur de programme qui chaque année sera prêt à payer 15 000 $. Il y a la contrainte par rapport au personnel. Aujourd'hui, l'État est beaucoup plus regardant sur le respect du SMIC. Il y a aussi sur le plan du contenu, mais aussi de la production. Pour produire aujourd'hui, il faut des équipements haut de gamme. Numérique, donc, numérique. Ces télévisions qui sortent du jour au lendemain seront appelées à disparaître d'elles-mêmes pour la simple raison qu'ils vont se buter à ces contraintes et ils n'auront pas de revenus pour pouvoir faire face à ces contraintes. D'où ils seront appelés à disparaître. Moi, je ne suis pas du tout inquiété parce que je pense que les états généraux de la presse vont permettre à ce qu'il y ait un cadre légal qui va réguler tout ce secteur, mais aussi parce que ces télévisions qui naissent par coup de tête finiront par disparaître à cause des contraintes. Merci Thierry Moussenepo, porte-parole, président de la Ligue de jeunes de la CCU. Merci d'être passé à la barre. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision et mes chers followers. Congo Web Télévision, je vous l'ai dit, reçoit tout le monde. Il n'y a pas d'obstruction. Il est du FCC. Nous l'avons reçu. Et la semaine prochaine, nous recevrons quelqu'un du CAGE, quelqu'un d'Envol, quelqu'un de n'importe quel parti politique ou plateforme politique. C'est ça la force de Congo Web Télévision. On se retrouvera, mesdames et messieurs, le dimanche prochain. Avec le même plaisir, Inch'Allah. Nous avons un système digital Momo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.